furent les acteurs de ce temps, les preux chevaliers des jours. Le vouloir des hommes encerclaient leur élan comme tombe des pales le mouillé. Cherche la plate, la luge, l'envol, la glace qui tombe. Dans la neige, l'eau, le gouffre, la crevasse, le noyé s'est assis dans la plate et s'est mis à ramer. La plate est large, elle ne coulera pas, et tous désirent la volupté. Et quand portaient vainement les liens de l'esclavage, pendant la bataille entre guet et R plia, guet pourfendu, et R est au pied de L. Que les sons prophétiques dissipent la brume des temps. Les sons de la langue universelle, ils sont comme la lumière. Écoutez, les chants de la langue des étoiles. Go! Des nuages au-dessus des jeux humains. Des foules autour d'un feu invisible. Je suis né au-dessus d'une scène de théâtre. C'était deux petites pièces avec des fenêtres carrées qui donnaient sur la perspective Niewski. Tous les soirs, on pouvait facilement se retrouver sur les planches. Il suffisait de descendre l'escalier. Je connaissais ce lieu comme des gosses connaissent leur village, leur forêt, leur rivière. Là, ce sont les loges. Et là, c'est l'escalier qui mène à la fosse d'orchestre. Et là, c'est la place du pompier, dont le casque brille de reflets si fascinants. En haut, ce sont les ateliers de décor où flotte une odeur de colle et de bois, où l'on s'amuse à mettre dans des boîtes d'allumettes de la peinture qui sèche. Il y en avait toute une collection à la maison. Et là, c'est le magasin des accessoires, avec une foule de choses intéressantes au mur. Et sur des étagères, des épées et des poignards en bois peints en argent. C'était l'endroit où mon père fabriquait un poulet rôti avec du pain et avec une boîte de conserve d'anchois badigeonnée de colle et recouverte de petites perles noires. Il faisait du caviar. Il n'y avait plus qu'à le mettre sur une assiette. Mon premier paysage, je l'ai vu sur scène. Et mes premières fleurs, c'est mon père qui les avait faites. Tout était artifice, mais je ne le savais pas. Et je croyais que c'était le contraire. Le plus inexplicable, c'était le soir. La salle de spectacle, pourtant si familière dans la journée, c'est bizarre. Elle était pleine à craquer de gens. Et tout ça, et à chaque fois, c'était d'autres gens. Et surtout, il faisait noir là-dedans. Ça soufflait le chaud, ça sentait le parfum. En été, la Neva est bleue, en hiver, blanche. Sur le bleu voguent les barques avec leurs hautes proues transparentes. Sur le blanc se tendent les hautes passerelles jaunes. Sur les hauts fanaux de la perspective Niewski, la lumière électrique tremble et frétille dans un halo violet. L'électricité est encore jeune, elle marche à quatre pattes. La ville est tranquille, il n'y a pas d'automobile. Il n'y en a pas et c'est comme s'il n'y en aura pas. Je suis né dans une ville qui s'appelait alors Saint-Pétersbourg, et qui s'appelle Saint-Pétersbourg, dans la famille d'un maître de district, professeur de mathématiques. Les habitants de Saint-Pétersbourg habituellement vivaient tranquilles, ils taisaient leurs désirs et de façon encore plus soumise, comme sous une armoire, vivaient ces bourgeois, qui rêvaient pourtant d'une vie différente. Ils rêvaient d'avoir une maison, une dacha, ou de gagner 200 000 roubles avec des obligations d'État. Nous vivions comme des bancs de sable au milieu d'une mer peu profonde. Les bateaux avec les nouvelles n'y arrivaient pas. Nous vivions comme parmi une herbe pas trop haute et il nous couvrait à peine la tête. Il fait chaud, le ciel est bleu. Musique de mouches et tourments. La sueur m'inonde, j'ai les doigts rouges. Je joue de tout mon poids, je presse de toutes mes forces peu communes, de tout mon corps et surtout avec tout mon dégoût pour le piano. Ce n'était pas une éducation, c'était une mise à l'épreuve. Ma mère mettait à l'épreuve la force de résistance de notre cage thoracique. Allait-elle céder?
remplir, ni la nourrir. Ma mère nous a inondés de musique. Ma mère nous a submergés, comme le fait une inondation. Ma mère nous a inondés de toute l'amertume de sa vocation contrariée, de sa vie contrariée. Elle nous a inondés de musique, comme de sang. Le sang de la seconde naissance. Non, tu n'aimes pas la musique. Ma mère était vraiment courroucée. Courroucée de tout son cœur. Lorsqu'avec une joie éhontée et manifeste, je bondissais pour quitter le tabouret après 2 heures passées dessus, non, tu n'aimes pas la musique. Je suis né. Je suis né le 7 juillet 1894, ou 93. L'opinion de maman et du registre administratif de mon père ne correspondent pas. En tout cas, pas plus tôt. Pays natal, le village de Bagdad, département de Koutaïsi, Géorgie. La première maison dont je me rappelle nettement, à étage. Le premier est à nous. Au rez-de-chaussée, une petite usine vinicole. Une fois par an, des arbats de raisin. On l'écrase, j'en mange, ils en boivent. C'est le territoire d'une très ancienne forteresse géorgienne, près de Bagdad. La forteresse est prise dans le rectangle d'un rempart. Dans les angles du rempart, de la terre battue, en pente, pour les canons. Dans les remparts, des meurtrières. Derrière les remparts, des fossés. Derrière les fossés, des forêts et des chacals. Au-dessus des forêts, des montagnes. J'avais grandi, j'escaladais la plus haute. Vers le nord, les montagnes allaient en diminuant. Au nord, une rupture. Je rêvais. C'est la Russie. J'y étais incroyablement attiré. Des fers à cheval et étincelles de la fuite. Là, du labeur pendant la fuite. Tiens, jeune fille chemise rouge. On dit que les vers doivent être compréhensibles, tout comme une enseigne de rue, on en écrit en langue claire et intelligible en vente ici. Mais une enseigne est une enseigne, on n'en est pas encore au vers. Beaucoup de peuples ont des prières en langue inintelligible pour les fidèles eux-mêmes. Croyez-vous que les hindous comprennent les Védas? La vieille langue slave est lettre morte pour un russe. Les Tchèques, les Polonais n'entendent rien au latin, et pourtant, une prière écrite en latin a des effets aussi marquants qu'une enseigne. Taï, Ra, des choses de printemps. Ramure, Ra, du désir des dieux. Sourcils, Ra, des regards printaniers. Et Na, Ra, des visages de minuit. La vie était tout encerclée. Nous ne marchions pas sur l'herbe, nous n'arrachions pas les fleurs, nous ne mettions pas les mains dans les poches, nous ne posions pas nos coudes sur la table, et nous ne faisions pas beaucoup d'autres choses. Du moins ouvertement. L'argent était au-dessus de nous tous, comme le plafond. Le plafond était menaçant et bas. Pendant longtemps, je n'ai pas su le nom des arbres, des herbes et des étoiles, les noms des animaux. Je ne les connaissais que grâce au loto, mais je savais faire des calculs avec les kopecks. C'était très calme. On faisait la guerre dans les terres lointaines et inaccessibles, en Afrique, en Chine. Nous payions continuellement nos dettes. Ils nous vendaient aux enchères, c'est le souvenir principal de ma jeunesse. Je n'ai eu dans mon enfance ni patin à glace, ni bicyclette. Je n'avais pas d'appareil photo. Et en général, je n'avais rien. Sur la commode, la lampe à pétrole est allumée. Dans l'appartement, il n'y a que moi. Mon père et ma mère sont au théâtre et mon frère est souvent en balade. Je suis seul, je dois avoir 7 ou 8 ans. Tout est silencieux. Et je m'ennuie. Il n'y a personne dans le voisinage. Je n'ai nulle part où aller, personne à voir. Ma mère ne veut pas que j'aille sur scène, je pourrais me faire écraser pendant un changement de décor. Je m'ennuie. Quoi faire? Rien pour jouer et puis seul. Ce n'est pas amusant. Je suis sur le divan et je regarde la lampe, mais elle a une façon de brûler si ennuyeuse. Il y a quelque chose de désolé dans la lumière qu'elle dispense. Il ne me reste plus qu'à faire jouer mon imagination et à chercher
dans la serviette ou dans le tampon de crin accroché au mur, la forme d'un corps mort. Et dans les coins sombres, des monstres assis. Et demain, que vais-je faire? Quant aux touches, je les aimais. Pour leur noirceur, leur blancheur, un rien jaune. Leur noirceur triste de façon si évidente, leur blancheur triste de façon si secrète. J'aimais encore le fait que certaines soient larges, d'autres étroites, que l'on puisse, sans quitter sa place, les parcourir comme une échelle, que cette échelle surgisse sous mes mains et qu'elle produise aussitôt des ruisseaux glacés. Des échelles de ruisseaux glacés le long de mon dos et que la chaleur me monte aux yeux. J'aimais la perfidie de ce clavier, lisse, prêt à céder au moindre contact et à m'engloutir. J'aimais la folle envie, la folle peur d'appuyer, la peur en appuyant de réveiller tout. J'aimais gamme chromatique, que j'ai aussitôt préférée à la gamme ordinaire, obtuse, satisfaite. La chromatique. Je l'aimais, je le dis maintenant, parce que la chromatique, c'est tout un mode de vie de l'âme, et que ce mode de vie est le mien. La chromatique, c'est tout le contraire de la grammaire, c'est le romantique et le dramatique. Cette chromatique est restée ainsi pour toujours dans mon épine dorsale. Et quand on joue le long de mes vertèbres. Des boucles de cheveux devant les visages. Des branches le long des troncs des pins. Les vers peuvent être ou compréhensibles ou incompréhensibles, mais quoi qu'il en soit, ils doivent être de qualité. Ils doivent être fervents. Des étoiles du monde nocturne au-dessus de l'axe. Des branches sous le souffle du vent. 7 ans environ. Sept ans environ. Père me prenait maintenant avec lui pour faire des rondes à cheval du district forestier. Un col, la nuit, le brouillard nous cerne. Père lui-même étant visible, le plus étroit des sentiers. Père accroche de la manche une branche d'églantier. La branche m'arrive dessus à toute volée, les épines me rentrent dans les joues. Piaillant doucement, j'arrache les piquants. Brouillard et douleur disparaissent en même temps. Le brouillard se déchire. Sous les pieds, c'est un éclat plus clair que le ciel. L'électricité. L'usine de douve pour tonneaux appartenant au prince Nakachitse. Après l'électricité, la nature est pour moi sans intérêt, pas assez perfectionnée. Shagada, prenons les formules et les conjurations propres au langage dénommé magique. Prenons la langue sacrée du paganisme et tous ces shagadam, magadam, vigadam. On s'aperçoit qu'ils fondent toute une suite de syllabes bien précises dont le raisonnement sensé ne peut rendre compte et qu'ils apparaissent comme une langue transmentale, Zaoum. Par ailleurs, on attribue à ces mots incompréhensibles ces sortilèges de sorciers un pouvoir tout-puissant et une influence directe sur les destins de l'homme. Ils sont la toute-puissante coupe enchantée. Ils ont le pouvoir de commander au bien et au mal, diriger le cœur des tendres. Janvier 1905, ils ouvrirent des ponts sur la Neva. Le peuple commença à se réunir à leurs extrémités. Ils ne les laissèrent pas passer. Place de la Bourse, ils tirèrent.
La foule traversa la petite Neva, puis la Neva, sur la glace. Place Volkovaya, ils tirèrent dans la foule, essoufflèrent des pierres la poussière du calme. Arrivée de ma sœur de Moscou, exaltée. Elle me donne un cachet de longs feuillets. Ils me plaisent, c'est audacieux. Pour moi, la révolution a commencé de la façon suivante. Mon camarade Isidore, cuisinier chez le prêtre, sauta de joie, nu-pied sur le fourneau. Manifestation et meeting. J'y allais moi aussi, c'était beau. J'ai des impressions d'un caractère pittoresque. Ceux en noir sont les anarchistes. En rouge, les socialistes révolutionnaires. En bleu, les socialistes démocrates. Les autres couleurs appartiennent aux fédéralistes. Et voilà l'inauguration du musée. Des vieux, des vieux, des vieux. Des décorations, des décorations, des décorations. Pas un front sans sillon, pas une poitrine sans étoile. La vieillesse. Son indice principal, la décoloration, qui l'emporte sur l'éclat de l'or. Puisque cette vieillesse est inondée d'or, plus ils sont vieux, plus ils sont dorés, plus ils sont décrépits, plus ils sont brillants. Mort de mon père. Fini la bonne vie. Après l'enterrement, il nous reste 3 roubles. Instinctivement, fiévreusement, nous vendons table et chaises. Nous nous mettons en route pour Moscou. Rigidité de vieux os creux remplis par la chaux de la mort. Si les jeunes grands-ducs sont des statues pour la forme, marbre vivant. Les dignitaires sont des statues pour la matière, plate. Je n'oublierai jamais comment un de ces petits vieux, après avoir trébuché dans les escaliers, resta là, bougeant un peu la tête, jusqu'à ce que quelqu'un le remette debout comme une poupée. Dans ce grand pays, tous étaient désormais en désaccord avec le tsar. Avec lui, c'était fini. Pourtant, il continue à gouverner et à promulguer des lois. L'État était entre ses mains, même si ses mains étaient engourdies. La révolution de 1905 se termina. Le nouveau était divisé en parties anciennes, le nouveau était caché par le vieux affleurait sans être renouvelé. Les dessins des journaux et des revues illustrées prédisant le futur ne ressemblaient en rien à ce qui était réalisé ensuite. Le futur se rapprochait avec les automobiles, avec les radios, avec les dirigeables, avec les machines parlantes, avec les croiseurs qui se retournaient, avec les aéroplanes qui ne décollaient pas. Adolescent, je fis la rencontre d'un peintre. Il vivait de leçons particulières et étudiait à l'école d'art de Kazan. Il logeait dans un corridor, car son père louait les chambres de sa maison. Et dans ce corridor, nous rêvions d'être des artistes. Tout ce qu'on a pu se dire dans ce couloir en parlant d'art. Il alluma en moi l'amour de tout ce qui est coloré, lumineux, bariolé. J'entrai à l'école d'art de Kazan, je devins peintre. J'adhère au parti bolchevique. J'ai passé un examen dans un sous-rayon industriel et commercial. Reçu, propagandiste. Je vais chez les boulangers, ensuite chez les cordonniers, et enfin chez les typons. Mais on me laisse pas travailler, on m'arrête. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Je fais du tapage. On m'envoie de prison en prison, et de prison en prison, et enfin au Boutirki, cellule numéro 103. J'ai une grande fenêtre avec vue sur le Kremlin. Le soir, je m'étends sur le rebord et je regarde les lumières des maisons, les silhouettes sombres des tours. Notre maison a commencé à prendre vie, mais je ne suis pas vraiment convaincue que je resterai longtemps dans cette maison. J'ai une grande envie de voyager. Je vous envoie le cahier de mes poésies préférées, extrait de mes 2 premiers livres. Si vous saviez, passant, attiré par d'autres regards charmants que le mien, que de feu j'ai brûlé, que de vie j'ai vécu pour rien, que... Je ne sais pas, vous aimez la poésie? Si la réponse est non, lisez simplement la table des matières. Voilà quelque chose de moi. Je suis mariée. J'ai 21 ans. J'ai une fille de 1 an, Alia. Mon mari Sergueï a 20 ans. Extraordinairement et noblement beau. Merveilleux d'esprit et d'apparence. L'arrière-grand-père paternel était rabbin. Le grand-père maternel, un superbe officier de la garde de Nicolas Ier. Je marche, les bras ballants, un grognon tout doucement, encore presque sans parole. Et tantôt, je raccourcis le pas pour ne pas déranger le grognement. Tantôt, je me mets à grognasser plus rapidement, à mesure avec mes pas. Ainsi est raboté et prend forme le rythme de la poésie. Peu à peu, on se met à tirer de cette rumeur des mots. Certains mots font simplement un bond en arrière et ne reviennent jamais. D'autres s'attardent, se
se tourne et se retourne des dizaines de fois, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment qu'il y en a un qui a trouvé sa place. Quand l'essentiel est prêt, voilà qu'on éprouve brusquement la sensation que le rythme est rompu. Il manque une petite syllabe, un petit son. On se met de nouveau à refaçonner tous les mots, et le travail finit par vous mettre dans un état de délire exaspéré. Et enfin, après 100 essayages, voilà qu'on appuie et ça y est. D'où vient ce rythme rumeur de fond? Impossible à dire. Pour moi, c'est chaque répétition en moi d'un son, d'un bruit, d'un balancement, ou même en général, la répétition de n'importe quel fait auquel je prête une sonorité. Le rythme peut être apporté et par le bruit répété de la mer, et par quelqu'un qui tous les matins fait claquer la porte, et ce rythme se répète. Mais pour le réveiller, il faut un choc. Ainsi, à la suite d'un ne sais quel grincement, se met à résonner le ventre d'un piano. Ainsi, menace de s'écrouler, chancelle un pont sous le pas d'une seule fourmi. La peinture a rompu soudainement la glace, mélangeant toutes choses. Mais la banquise continue à naviguer. La lutte contre l'impressionnisme a déjà commencé. Goncharova, Larionov, Chagall, Popova, Klioun, Malevitch. Moscou est toute bariolée d'enseignes rouillées, de lettres dorées. C'est comme encore personne ne l'a dessiné, comme personne ne l'a encore vu. À Paris, commencent à faire du bruit des personnes qui se parlent en utilisant des langues réciproquement incompréhensibles. Un cas analogue a déjà été observé lors de la construction d'un autre édifice à Babylone. Comparons la peinture à l'œuvre musicale. En peinture, nous pouvons regarder à nouveau une œuvre d'art sans qu'elle cesse d'exister entre-temps. En musique, c'est impossible. Si au cours d'une exécution je veux réécouter un certain passage, je ne peux pas. Il est impossible de revenir en arrière parce que l'œuvre est en voie de réalisation. En peinture, il est impossible d'indiquer le début et la conclusion du processus créateur comme en musique. Si on introduisait le temps en peinture, on partirait probablement d'une forme pour arriver à une autre forme. Mais il serait dangereux de s'en arrêter là. En peinture, le mouvement et le calme peuvent être rendus par des moyens expressifs. Une certaine forme dessinée exprime le calme ou la tension. Mais une couleur peut elle aussi exprimer le calme ou la tension. Cela dépend donc de notre sensibilité. Dans l'œuvre musicale, la pause se nourrit de ce qui la précède. La différence entre musique et peinture réside dans l'utilisation du temps. Nous avons longtemps cherché un objectif, une sorte de lentille, capable de faire se rejoindre en un même point le rayon du travail des artistes et le rayon du travail des penseurs, afin qu'ils fassent œuvre commune et qu'ils puissent transformer jusqu'en brasier la moindre particule de glace. Et nous l'avons enfin trouvé, cet objectif lentille, qui orientera votre caractère intrépide avec la froide raison des penseurs. Il s'agit d'une langue écrite commune à tous les peuples du 3e Spoutnik du Soleil. Venez caresser, caresser les chats secs et noirs. Prenez gaillardement les énormes ventres, gonflez les peignets de vos joues luisantes. Ce n'est que dans les chats, dans le poil à des reflets corbeaux, que vous saisirez la lueur odieuse électrique. Toute la moisson de ces lueurs, oh, elle sera abondante. Nous la verserons dans les fils, ces muscles de l'attraction. Et les tramways partiront en bondissant. Et la flamme des éclairages luira dans les nuits comme des étendards vainqueurs. Le monde, joyeusement maquillé, se mettra à bouger. Des fleurs feront le pont à chaque fenêtre. On traînera des gens sur des rails. Et derrière eux, des chats. Rien que des chats noirs. Nous épinglerons des soleils sur la robe de nos aînés. Nous forgerons des broches argentées avec les étoiles. Abandonnez vos logis. Venez caresser les chats secs et noirs. Sur ces chats, on prononçait des discours.
Le sens était celui-ci. Même d'un chat, on peut tirer de l'électricité, ainsi faisaient les Égyptiens. Mais il est plus simple, commode, de se la procurer industriellement, afin de ne pas devoir s'agiter avec des chats. L'art ancien, pensions-nous alors, obtenait un effet artistique comme les Égyptiens l'électricité. Mais nous voulions l'électricité pure, l'art pur. Être de son temps, ce n'est pas crier plus fort que tous les autres, mais c'est savoir se taire mieux que tous les autres. J'ai ma théorie. Je considère l'art non pas comme une façon d'élaborer la pensée, mais comme un moyen de restituer aux choses leur perceptibilité. Je pense, j'estime, que la forme de l'art se modifie dans le but de conserver la perceptibilité de la vie. Créons une langue écrite commune qui devienne la compagne des destins futurs de l'homme, qui soit un nouveau tourbillon unificateur. Les signes graphiques muets calmeront la bête. Les artistes de la pensée se verront confier l'élaboration d'un alphabet des concepts, d'un système d'éléments de base de la pensée, à partir duquel il sera possible d'ériger l'édifice du mot. Une œuvre d'art uniquement pensée, non réalisée, peut-elle être réelle? Est-ce qu'on peut espérer Si une... cela était possible, la matérialisation ne serait pas nécessaire. En musique, le calme n'est autre que le temps, c'est-à-dire un mouvement achevé. Mais le temps peut aussi être un état d'immobilité, non seulement de mouvement. En peinture, le temps n'est autre que le passage de l'attention au calme. Le calme lui-même est déjà statique. En musique, il est impossible de rendre en une seule ligne une œuvre entière, même en transmettant en un seul moment toute une œuvre entière avec tous les instruments en même temps. Nous n'aurions pas l'œuvre entière. Oui, mais dans la danse, on ne voit pas à quoi sert le mouvement. Un corps de ballet. Dans le ballet, de nombreux mouvements sont seulement esquissés puis disparaissent. Celui sur la machine, la combat, ce dernier est pour nous particulièrement intéressant. Dans ce cas, le mouvement devient nécessité. Ah, le temps n'est pas mouvement, mais possibilité de mouvement. Le temps créateur ne peut exister sans mouvement. Le temps. Dans l'œuvre musicale, les sons ne marchent pas. Pour nous, les mains sont tout à fait différentes. Et ces moments-là sont toujours rigidement calculés. Avoir tout à dire, ne pas laisser rien. Tout à donner, ne pas laisser la main. Bourgeoise. Ceci est du renoncement, que vous appelez vertu bourgeoise, et qui, bourgeoise ou non, est le principal ressort de mes actes. Bourgeoise, 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 bourgeoise. Vous souvenez-vous de ce jeu d'enfant, où tout l'honneur allait à celui qui restait le plus longtemps dans un bahut à étouffer? Agir, c'est se laisser aller. Chaque fois que je renonce, j'ai la sensation d'un tremblement de terre au-dedans de moi. On avait fait cadeau de 2 baisers à un homme grand et sale. L'homme était malhabile. Il ne savait pas qu'en faire, où les mettre. La ville, tout en fait, faisait monter ses alléluia dans les cathédrales. Les gens sortaient pour s'habiller joliment. Mais l'homme avait froid et des ovales de petits trous dans ses semelles. Il choisit le baiser, le plus grand, et le chaussa comme un caoutchouc. Le gel était féroce, et le mordit au doigt des pieds. Et quoi, dit l'homme en colère, je l'ai jeté ces baisers inutiles. Il les jeta, et soudain, des oreilles poussèrent au baiser. Il se mit à s'agiter, et cria de toute petite voix, l'amour! L'homme eut peur. Il enveloppa des chiffons de son âme, le petit corps tremblant, et la porta chez lui pour le mettre dans un petit cadre bleu. Il fouilla longtemps dans la poussière de ses valises. Il cherchait le cadre. En se retournant, il vit que le baiser était allongé sur le divan. Énorme, gras, il avait grandi et riait, déchaîné. Seigneur! Il a ma peur, non. Je n'avais jamais pensé que je puisse être si fatigué. Il faut que je me pende. Et tandis qu'il était là, pendu, dégoûtant, tout petit, que le pouvoir des femmes fabrique sans fumer ni cheminée, en fabriquait des baisers par millions. Toute ma vie est une histoire d'amour avec mon âme, avec l'air que je respire. Une femme respire profondément, comme ça. Tandis que l'homme voudrait que ce soit comme ça. Ce n'est pas un homme qui agit comme ça, c'est un tigre. À propos, si au lieu du mot homme, on disait tigre, peut-être bien que j'aimerais les hommes. Mais continuons. Donc, la femme est le soupir, l'homme c'est le geste. C'est tellement plus joli en italien. Wow. Et lorsque l'homme commence à désirer, la femme désire déjà. Que faire alors de l'amour tragique? Lorsque la femme ne désire vraiment pas, Par exemple. cela
Cela veut dire que ce n'était pas elle qui désirait, c'était une autre à côté. Oh, t'es trompé de part. Les hommes, quand ils aiment, lancent de longs regards et poussent de longs soupirs. L'animal, quand il aime, emplit ses yeux de trouble et fait des freins d'écume. Les soleils, quand ils aiment, de terre tissée recouvrent les nuits et tout en dansant, vont vers leur ami. Et les gueux, quand ils aiment, enserrent dans le verre l'univers qui frémit. Est-ce vous qui comprendrez pourquoi, serein, sous une tempête de sarcasme, au dîner des années futures, j'apporte mon âme sur un plateau? Larmes inutiles, coulant de la joue mal rasée des places, je suis peut-être le dernier poète. De ses doigts enflés, le soleil vous a épuisé de caresses, important comme un bourdon. Vos âmes sont asservies de baisers. Moi, intrépide, je porte au siècle ma haine des rayons du jour, l'âme tendue comme un air de cuivre, je suis l'empereur des lampes. Venez à moi, vous tous, qui avez déchiré le silence, qui hurlez, le cou serré dans les nœuds coulants de midi, mes paroles, simples comme un mugissement, vous révéleront nos âmes nouvelles, bourdonnantes, comme l'arc électrique. De mes doigts, je n'ai qu'à toucher vos têtes, il vous poussera des lèvres, faites pour d'énormes baisers, et une langue que tous les peuples comprendront. Dessinant des plans verticaux, fixés avec la couleur adéquate, et coupant ces plans par des lignes dirigées en profondeur, je découvre que la couleur n'est qu'un moyen conventionnel de distinguer les plans. Ne reconnaissant que la distinction très nette entre les plans principaux et centraux ainsi que leur projection d'une part, je ne tiens pas compte de la qualité et du mélange des couleurs. Lorsque j'éloigne un plan en profondeur, je laisse comme la trace, la projection de ce plan. Et au contraire, lorsque je montre une série de plans différemment rapprochés, je les colore avec la couleur voulue à l'endroit de la construction, du poids et du contraste. Quand j'étudie une projection dans sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, je découvre une infinie possibilité de projection en dehors du temps. Sarment voulait écrire un livre sur l'amour libre. Oh non, non. Lénine lui écrivait une lettre? Non. Poésie. Le ciel pleure, avec bruit, sans retenue. Oh non. Et le petit nuage, passez là. Passez là. Vous avez vu comme se balance, entre les allées de briques, le visage strié de la nuit pendue. Comment ça va? À cette époque, à Saint-Pétersbourg, il y avait déjà des trams. Le tram à chevaux reculait en périphérie. Les jours de printemps, les envols d'aéroplanes, je vis pour la première fois les trams bondés. Les gens voyageaient sur les marches, accrochés à l'arrière. Toute la ville se précipitait en périphérie. Beaucoup de gens descendaient du tram et allaient vers leur futur à pied. Les aéroplanes couraient sur le sol, s'envolaient avec peine, voltigeaient au-dessus de la tête des spectateurs. Mais ils ne volaient pas loin, leur cercle n'était pas large mais serré. Je me souviens de l'ombre transparente de l'appareil sur l'herbe, la silhouette humaine, sur l'ombre, différente, écrasée entre deux surfaces. L'odeur d'huile de ricin, la foule bruyante. Les gens étaient fiers et contents. Mais pendant ces manifestations, un orchestre jouait, probablement celui de la garde. Bref, strident, flûtes et tambours intermittents. Ah, les pensées des gens étaient gonflées et soulagées par les sons des flûtes et par la conscience de savoir que désormais l'homme pouvait voler. Voler.
Il est temps pour l'art de se fondre dans la vie de façon organisée. Un homme qui a organisé sa vie et qui est lui-même organisé est un artiste contemporain. Travailler pour la vie et non pas pour les églises, les cimetières et les musées. Travailler dans le bus pour tous et avec tous. À bas les monastères, les ateliers d'art et les musées. Conscience, but, construction sont les amis de l'artiste contemporain. Je m'occupe d'auto-blindés. Je fais de la mécanique, je répare les moteurs. J'apprends à leurs utilisateurs à mettre de l'essence dans le réservoir au lieu de mettre de l'eau salée. Pendant toute la Révolution, je parcours toute la Russie pour un comité de soldats. La radio du futur. La radio du futur. Arbre essentiel de la conscience. Ouvrira la perception des problèmes infinis et fera l'union de l'humanité. La radio deviendra le soleil intellectuel du pays, le grand enchanteur et ensorceleur. Imaginons le quartier général de la radio. Une toile d'araignée de voix aérienne, une nuée d'éclairs qui tantôt s'éteignent, tantôt se rallument, parcourant l'édifice de bout en bout. La boule bleue de la foudre sphérique, suspendue dans l'air comme un oiseau craintif. Des haubans, obliquement tendus. Chaque jour, de ce point du globe, s'envolent, pareil à la migration printanière des oiseaux, les essaims de nouvelles de la vie intellectuelle. A résolu le problème que n'avait pas résolu l'Église en tant que telle. Elle est devenue aussi indispensable pour chaque que l'est aujourd'hui l'école ou la bibliothèque. D'objets, brisés, cassés, ruinés. Nous descendons des montagnes. Nous venons un rampant des forêts, des champs d'orge rongés des années. Nous venons un million de bestiaux, hérissés, abrutis, affamés. Nous venons un million, des millions de sans-dieux, de païens et d'athées. Et par le front, le fer rouillé. Les chants, tous, avec ferveur, faire notre prière à Dieu. Nous avons non seulement à bâtir, imaginons du neuf, mais encore à dynamiter ce qui est vieux. Soif, serre-nous à boire. Faim, serre-nous à manger. Il est temps de lancer le corps au combat. Plus dense les balles, derrière les lâches. Dans le tas, feu de mitraillette.
de cendres et de sable, les armées de la Révolution, altières et souveraines, prie Moscou, prie, et endors-toi de sommeil éternel. À Moscou, chez moi, les coupoles flamboient. À Moscou, chez moi, les cloches sonnent. La révolution ne monte pas, elle descend. Il n'importe guère de connaître les raisons de ce déclin. Pourtant, si on nous demandait, pour qui êtes-vous? Pour Kornilov, pour Kanedine ou pour les bolcheviks? Choisirions les bolcheviks. Dans une pièce de théâtre, on demande à Harlequin, préfères-tu être pendu ou écartelé? Il répond, je préfère manger de la soupe. Utiliser les unités de battement du cœur pour avoir une juste estimation des droits et devoirs du travailleur et apporter du nouveau dans la propriété foncière en reconnaissant que la surface du terrain utilisé par un individu ne peut être inférieure à la surface du globe terrestre. Remplacer le concept d'espace par le concept de temps. Faire des guerres entre générations du globe terrestre. Des guerres de tranchées du temps. Ce n'est pas de mon futur que j'ai peur, mais du leur. Celui de quand je n'y serai plus. Une peur tout à fait désintéressée. Si vous saviez comme je le connais. Un jour, enfant, j'avais 13 ans. Ils m'emmenèrent dans un pensionnat modèle, où tous faisaient tout avec leurs propres mains et ensemble. Et à la question « Qu'en penses-tu » je répondis à la directrice « Il y a de quoi se pendre. Le futur, dans le meilleur des cas, c'est un pensionnat modèle. » Pour les guerres éternelles ininterrompues entre intéressés de tous les pays. Installer tout spécialement comme lieu d'action une île déserte. L'Islande, par exemple. Mort splendide. De l'intérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas de force pour résister, et de l'extérieur, il semble que les forces manquent pour l'attaque. En attendant, les déserteurs se rendent en ville en trame. Des coups de feu, toujours des coups de feu. Ils sont dans l'air comme les nuages dans le ciel. Dans une guerre civile, deux vides s'affrontent. Il n'y a pas l'armée des rouges et l'armée des blancs. Les blancs encerclent la ville comme une fumée, la ville semble plongée dans le brouillard. Les canons tonnent, sont devenus un élément nécessaire à la vie quotidienne. Mais le commerce marche quand même.
Les coups de canon ne font pas tourner le lait. Les listes des fusils ornent les murs, 15 par jour, la ration. Les 5 derniers sont juifs, cela pour combattre l'antisémitisme. Les canons se trouvent dans la ville même, cela un petit air confortable. Cependant, les femmes du faubourg n'ont pas permis d'installer une batterie dans leur ravin. Elles ont bien sûr eu raison. Les rouges et les blancs passeront, ainsi que bien d'autres sans couleur. Les canons tonneront de nouveau. Tout passera. Seul demeurera le ravin. Organise un détachement de sapeurs. Nous avons monté une petite entreprise d'explosion à la sauvage. Nous apprenons à jeter des bombes, à fabriquer des amorces. Les soldats deviennent plus intelligents, prennent de l'importance. Le soir, j'apprends les fractions aux hommes. Une multitude de fronts traversent la Russie, les Polonais avancent. Au milieu de toute cette angoisse dont je ne saisis pas le sens, parmi ces obus qui tombent du ciel, comme ils sont tombés un jour dans le Dniepr sur une troupe de baigneurs, il est agréable de dire tranquillement, plus le numérateur est élevé, plus la fraction est considérable, car il y a davantage de parties. Plus le dénominateur est important, moins la fraction est considérable, car elle est divisée en des parties plus menues. Cela, c'est indiscutable. C'est tout ce que je sais d'indiscutable. Au nom des lois anti-argent, la force vive des entreprises passe sous le contrôle des armées ouvrières pacifiques. Il faudrait diviser la vie mondiale des connaissances en gouvernements spécialisés dans l'atteinte de tel ou tel objectif scientifique. Il y aurait par exemple un gouvernement qui se consacrerait à l'étude de la question suivante. Existe-t-il un lien entre les gens vivant aux deux extrémités opposées de l'axe terrestre? Leurs désirs sont-ils en liaison? Est-ce que l'homme du Mississippi pleure quand l'homme de la Volga rit, et comparer les vagues de la marée haute sur la mer? Je hais l'installation humaine, la structure, l'aspect, la figure. À quoi ressemblent nos mains? C'est peut-être comme ça que les respectables machines les agitent. Imaginez si un petit groupe de bielles de pitons blancs se mettait à serrer la main à tous. Voilà, moi je m'en vais. Heureux et grand, il me tire dessus, c'est la fin. Une tempe, ça ne se refait pas. Je n'envie ni Pouchkine, ni Bill Shakespeare. J'envie seulement une voiture blindée. Tu charges le cerveau, une tension ténue, et déjà tu as envie de poésie, de musique. Ce serait comme si le lundi, les locomotives ne sortaient pas, un corps mal en point de la cuite, en l'honneur de l'anniversaire poétique. Je proteste contre le temps. Assassin, furtif. Trop de gens, les heures ont mis sous terre. Ça suffit, il n'y a plus de temps à perdre. Reconstruisons du début la race humaine. L'homme sera un être dont l'énergie remplira une citerne, pas un petit verre, dont le cœur sera remplacé par un moteur, les poumons par un four. D'accord pour le cœur, d'accord pour l'âme, pour que ce soit une âme qui vive, respirant comme une locomotive. Sans se laisser enchanter par un coffreton, et le matin, sans regret, elle se secoue du sommeil, car il n'y a pas de quoi rêver, pas de quoi se vanter, seulement une petite dent qui entre dans un engrenage et dessous tourner. Non. Et après le travail, ne pas s'amuser avec une pellicule de Chaplin, ne pas jouer à faire la ronde en trébuchant dans les râteaux, mais se reposer en faisant irruption aux cieux avec un missile. Tu l'as tracé toi-même, la parabole. Tourne-y! Créer une société de violonistes
grand globe terrestre. La fière union des genres du globe terrestre. La construction en peinture consiste à organiser quelque chose dans un but précis. Le concept de composition n'est pas un élément spécifique de l'art. C'est l'aspect particulier d'une action complexe qui se déroule suivant un certain ordre et une certaine règle. Nous devons définir cette règle. Je m'expliquerai par un exemple. Les souliers. Les souliers par terre, c'est une composition. Les souliers dans un tableau, c'est aussi une composition, mais figurative. Nous devons définir le principe selon lequel cette action se passe. Le but. Le but doit être dicté par la nécessité et non par le goût. Nous admirons les locomotives et les ponts où il n'y a pas d'art, mais de la construction. J'ai toujours dit que la construction ne pouvait s'appliquer à l'art. Si l'on construisait esthétiquement une locomotive, elle ne marcherait probablement pas. Dans une région voisine, on a attrapé un bandit. Je suis allé là-bas car il devait y avoir beaucoup d'argent dissimulé. Eh bien, les imbéciles qui s'étaient emparés de lui l'avaient fusillé. L'argent était perdu. Je demande, mais comment auriez-vous appris où il cachait son argent? Ce qui équivaut à demander comment il l'aurait torturé. J'ai le cœur gros. Il y a des moyens, répond poliment mon interlocuteur, comprenant le sens caché de ma question. Nous taisons. Il demande tristement. Connaissez-vous Gorky? Oui, dis-je. Pourquoi n'a-t-il pas été avec nous dès le début? Vous torturez des gens, lui dis-je, le pays est ruiné. Est-il possible que vous ne compreniez pas pourquoi il est difficile d'être avec vous? Cette conversation est véridique, je ne l'ai pas inventée. J'ai une bonne mémoire. Si elle était moins bonne, je dormirais mieux la nuit. Pour les guerres ordinaires, utilisez des armes somnifères, des balles somnifères, et reforgez le vent de la peste en vent du sommeil. Alors, les États provoqueront notre admiration et mériteront l'estime. On ne peut se figurer combien plaintivement le corps et la cervelle, ceci prise non pas comme centre de l'intelligence, mais comme partie de l'organisme, peuvent solliciter du sucre. Ils y aspirent comme on aspire à la femme, une manœuvre. Qu'il est difficile de porter jusque chez soi un morceau de sucre sans y toucher. Quand on voit chez des amis un sucrier oublié là par hasard, sur une table, qu'il est pénible de ne pas se saisir des morceaux et de ne pas les croquer. Le sucre et le beurre. Si j'étais poète, j'écrirais un poème sur le beurre. Je prends comme je donne, aussi indifférente à la main de celui qui donne qu'à la mienne qui reçoit.
pension, ce n'est pas de l'estime. Je suis lasse de le redire. Parce que tu m'as donné un morceau de pain. Je suis peut-être devenue meilleure. Mais toi, cela ne te rend pas supérieure. On a déjà vu des chiens préférant leur maître qui ne leur donne rien à la cuisinière qui les nourrit. Donnez. Donnez. Ce n'est pas l'estomac qui donne. C'est l'âme. C'est l'âme. Non, c'est la main. La main. Donnez. Prends, hein. Donnez. Donner. Donner, c'est tellement plus facile que prendre. Tellement plus facile que d'être. Bilan de la journée, quelques pommes de terre. Toute la famille en mange. Alia, Irina, moi. Mange. Irina. Irina, mange. C'est bon, il y a du sucre dedans. Mange. Répandre la culture lacustre, des créatures comestibles, invisibles à l'œil, afin que chaque lac devienne une marmite de soupe aux choux, toute prête, même crue. Alors, les foules viendront se baigner et déjeuner et s'installeront sur les berges. Ça sera la nourriture de l'avenir. Comment puis-je vous expliquer cet étrange état? De la terre au ciel, les feux. Dans le ciel, les astres en nombre. Si je ne m'étais fait poète, je serais un astronome. La ville m'est en train d'en faire. Moi, je me promène. Sur les pages de mon carnet, j'écris des poèmes. Les autos courent les chaussées, mais le ménage et les futés savent ce que c'est que la extase. Jusqu'au bord. Jusqu'au bord, je suis plein. Rêve, apparition. Il pousserait des ailes, même à un ourson. Alors, dans quelque enfant bistrot, enfin la bouillie est prête. De la gorge aux étoiles fuse le mot, l'essence dorée d'une comète. Sur un tiers du ciel s'étale sa queue, ses plumes flambent, se dressent, pour qu'à deux amoureux, la voie lactée, dans les branches des lilas apparaissent. Pour entraîner, soulever, guider selon la vue des labres, pour trancher les têtes d'ennemis hideux d'une queue luisante de comète. L'attente, dans chaque battement de cœur, à mon rendez-vous sempiternel. J'attends qu'enfin reprenne sa rumeur, l'amour humain, simple et éternel. La tempête, le feu et l'eau assiègent la forteresse. Qui saurait amater l'assaut? Vous! Ça m'intéresse. L'homme ne vit pas de ce qu'il mange, mais de ce qu'il digère. L'art est nécessaire comme un ferment. N'allez pas croire que vous n'avez pas besoin de théoricien là. Je m'occupe d'édition. En ce moment, en Russie, c'est un véritable sport. On n'a pas besoin d'argent pour s'y adonner. Dans les salles de composition, il fait froid, les caractères glacent les mains, de la fumée flotte dans l'air. Les ouvriers ont la tête recouverte par des fichus. Le froid est si intense que le cylindre de la machine rotative, le tresseau, ne veut plus marcher, s'arrête. L'encre manque. Nous imprimons presque avec de l'eau. Pourtant, les livres sont bien édités. Les ouvriers aiment le livre. Dans les salles de composition, un bon metteur en page ne laissera jamais paraître un livre mal composé. Terminer la Grande Guerre par le premier vol sur la Lune.
Boris Eichenbaum s'est chauffé tout l'hiver avec une bibliothèque. C'était un travail terrible, il faut arracher chaque page et la rouler en boule. Mais cet hiver, Boris Eichenbaum a écrit son livre, La jeunesse de Tolstoï. Je vogue sur cette mer arctique comme une bouée de sauvetage. Ce qui me sauve, c'est que faute d'être habitué à la vie civilisée, je deviens esquimau sans difficulté. Mais tout est brûlé! Les tables, les chaises, les corniches, les boîtes à papillons! Mais analysons 4 projets. Projets exécutés pendant les cours par mes élèves qui ont utilisé pour des meubles différents systèmes de transformation. Nous nous sommes aperçus que nous pouvions affronter un travail sérieux et responsable, c'est-à-dire créer des objets quotidiens soviétiques et modernes. Sous mes yeux, ils ont inventé le traîneau. Au début, les sacs étaient d'abord traînés le long du trottoir. Ensuite, on a attaché des bouts de bois au sac. À la fin de l'hiver, le traîneau était inventé. Pikov et Galaktionov ont dessiné un projet sur un même thème. Pour les habitations, c'est encore pire. On a d'abord allumé des poêles d'un ancien type avec le mobilier. Ensuite, on a arrêté de les allumer. On a déménagé la cuisine. Regarde! Les objets se divisent en 2 catégories. Combustibles ou non combustibles. Dans le projet de Galaktionov, l'étagère est composée de plusieurs éléments de série placés les uns sur les autres dans un même cadre. Oh! Il ne reste rien, on a tout cassé. Cassé! La machine à coudre, petite chaise d'enfant d'Alia. Chez Bikov. Bikov! Thermos ne conserve L'étagère vitrine de livres et de revues consiste en une complexe construction à rallonge de 4 étages. L'étagère peut se démonter et se transformer en malle pour les livres, les journaux, les documents. La baignoire d'enfant avec un robinet tordu et un côté enfoncé. Un Les des grappes projets- napoléoniennes. un des projets les plus complexes, Le hachoir. qui fait recours à des éléments transformables, a été réalisé sous ma direction par l'étudiant Morozov. Un glace. Il s'agit d'une table polyvalente, bureau, table à dessin, vaisselier. Sous le bureau se trouvent 4 chaises pliantes et des bacs pour les livres et les revues. Un des battants se relève à la verticale pour former le vaisselier. Dans le plan vertical se trouvent des étagères escamotables et en dessous des bacs pour la vaisselle. On peut le rabattre pour former la table à repas, sans briser la vaisselle. L'autre battant se relève à un certain degré pour former la table à dessin et munie de tiroirs. Et toute la construction est montée sur roulette et se déplace facilement. Alors quoi? Élaborer un art. Du réveil facile après les rêves. Un autre étudiant, Nikolai Sobolev, a projeté un lit pliant escamotable qui s'emboîte verticalement dans une niche. Et là, En février de cette année, Irina est morte de faim. Dans une pension aux alentours de Moscou. Alia était gravement malade, mais j'ai réussi à la sauver. Les amis se sont comportés comme des bêtes. En général, tous se sont dérobés. Irina avait presque 3 ans. Elle ne parlait presque pas. Elle se balançait sans arrêt et pleurait. Elle faisait peine à voir. Si on retrouve la trace de Sergueï, dites-lui que c'était une pneumonie. Si seulement autour de moi j'avais un cercle de personnes, personne ne pense que moi aussi. Je suis un être humain. Les gens viennent me voir. Ils apportent de la nourriture à Alia. J'éprouve pour eux de la reconnaissance. Mais j'ai envie de pleurer. Parce que personne pendant toute cette période ne m'a caressé la tête.
la chose la plus terrible. Je commence à penser que à Sergueï sans Irina, je ne suis plus vraiment nécessaire. Qu'il aurait été plus juste, plus digne de mourir moi. J'ai honte d'être en vie. À Sergueï, comment le lui dirais-je? La Russie a donné de la liberté à des multitudes. La belle affaire, on s'en souviendra longtemps. Mais moi, j'ai ôté ma chemise. Et chaque gratte-ciel a miroir de ma chevelure. Chaque cellule de la ville de mon corps a étendu tapis et étoffe cramoisie. Les citoyens et les citoyennes de l'état de mon moi se sont agglutinés aux 1000 fenêtres de mes ports. Les Olga, les Igor, réjouis par le soleil, spontanément ont regardé au travers de ma peau. Elle était tombée, la geôle de ma chemise. Simplement, en ôtant ma chemise, j'avais donné le soleil au peuple de mon moi. J'étais assis au bord de la mer. Ainsi, j'avais octroyé la liberté au peuple, aux foules du bronzage. Descends! Assez traîné dans les fournaises! Je m'écriais. Fainéant, tu t'amolis dans les nuages. Regarde-moi, qu'il pleuve, qu'il vente, je suis sur mes affiches. Je m'écriais. Un moment, écoute, franc d'or. Si au lieu de te coucher n'importe où, tu descendais me faire une petite visite, malheur qu'ai-je fait, il vient vers moi. Depuis la création, mes feux sont de retour pour la première fois. Tu m'as appelé? Je veux du thé, je veux poète, des confitures. La larme à l'œil, cette chaleur me rendait fou, je lui montre le samovar. Eh bien, c'est toi, mon astre. Qu'est-ce qu'il me prend à dire ces insolences? Confus, je m'assieds sur un coin du banc de peur que ça se gâche encore. Mais du soleil coulait une singulière clarté sereine. T'en fais donc pas, ne complique pas les choses. Penses-tu que pour moi c'est simple de luire? Essaye un peu. Il y a toi, il y a moi, il y a mon vieux, nous deux. Montons, poète, à la hauteur des aigles. Chantons dans les grisailles du monde. Alors c'est à moi. Soudain levé, je rayonne. Et à nouveau le carillon du jour résonne. Luire toujours. Luire jusqu'au fin fond des jours. Luire. Et pas de boniment. C'est mon mot d'ordre à moi. Au soleil. Cher Volodia, je t'écris de l'hôpital militaire, section Galleux. À nouveau la réincarnation du poète, en animal privé de raison, à qui l'on s'adresse en langage de palefrenier. En guise de caresse, on lui serre le ventre avec un ceinturon, à grand renfort de coups de genoux si bien qu'on en perd la respiration. Un coup au menton m'oblige moi et mes camarades à avoir l'air plus gai. Je deviens le point de rencontre des rayons de la haine, parce que je suis autre. Je ne suis ni foule, ni troupeau. Et que même ici on m'a qualifié d'individu incomplètement développé. Que te dire? Sois fidèle à la peur futurienne. Séranien. Une proposition concrète. Note les heures et les jours de tes différents états d'âme et sentiments, comme s'ils étaient à la manière des étoiles. Je ferai une équation. J'ai déjà réuni pas mal de remarques pour élaborer une loi générale. Par exemple, le lien entre les sentiments et la durée de l'ensoleillement en été et en hiver. J'ai l'intention d'écrire un texte où participerait toute l'humanité. Mais pour ce texte, la langue ordinaire ne convient pas. Il faut tout créer de zéro,
pas à pas. Mais à la place du cœur, j'ai une espèce de copeau de bois. Ou un ressort. Je ne sais pas trop. Les chants se taisent. Voilà pourquoi les cris et voé et les cheveux défaits sont si beaux. Le printemps 1922 a commencé très tôt à Pétersbourg, à Petrograd. Ces dernières années, le printemps commence toujours très tôt, mais le froid persiste. C'est parce que nous prenons chaque dégel pour le printemps. Boris Eichenbaum dit que la vie révolutionnaire diffère de la vie normale en ce que toutes choses y sont mieux ressenties. La vie est devenue un art. Le printemps, c'est la vie. Déjà, David Vygotsky, qui habite au numéro 56 de la Maison des Arts, a ouvert sa fenêtre pour se réchauffer. En effet, sur sa table de travail, l'encre fond. C'est par une telle nuit tiède que je m'éloigne avec mon traîneau des fenêtres éclairées de mon logis. Je passe la nuit chez des amis auxquels je ne dis rien. Le lendemain, je vais aux éditions d'État pour demander l'autorisation de publier mon livre, Epilogus. Personne ne sait rien encore, mais un ami qui passe par hasard me dit « Il y a une souricière chez vous. » Je resterai encore une quinzaine à Petrograd, je changerai de par-dessus. Je n'ai pas peur d'être arrêté. Qui a besoin de mon arrestation? L'affaire est sans doute due au hasard. Elle a été imaginée par un homme sans métier. Par sa faute, je suis obligé de quitter ma famille et mes amis. Mon cas est en bonne voie. Mais aujourd'hui, j'ai su que pour arriver à Riga, attente de visa comprise, il faut des millions de roubles. En vendant quelques objets, je réunirai à peine 4 millions, si même j'y arrive. Comprenez-moi bien, je n'ai pas peur du froid, de la faim. J'ai peur de dépendre des autres. Mon cœur sent que là-bas, en Occident, les gens sont durs. Ici, les chaussures trouées sont malchance ou héroïsme. Là-bas, infamie. Ils me prendront pour une mendiante. Ils m'obligeront à revenir, alors je me pendrai. Mais partir, je partirai, de toute façon. Même si l'argent me suffisait pour payer. Il paraît qu'on en a assez de mes photographies. Toujours de haut en bas et de bas en haut. Mais il y a des années que tout le monde photographie du centre au centre. Pas seulement moi, mais tous les photographes. Tous les photographes doivent photographier de bas en haut et de haut en bas. En photographie, il y a les vieux raccourcis et les perspectives de ceux qui ont les pieds par terre, qui regardent droit devant eux, ce que j'appelle photographier du nombril, quand on tient son appareil sur le ventre. Je me bats et me battrai contre cette façon de voir. Personne ne sait ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Ils ne comprennent rien aux choses nouvelles. Mais comment la culture pourrait-elle progresser faute d'échanges d'expériences et de découvertes? Il faut absolument abandonner le vieux pour le neuf. L'artiste, tel que nous l'imaginons, est différent de l'ingénieur qui réalise une chose donnée. L'ingénieur fera peut-être toute une série d'expériences, mais en ce qui concerne la capacité de voir, nous sommes différents de lui. La différence réside justement dans le fait que nous savons voir.
les chemins se dispersent comme des lézards. Le champ de la Kodinka a mis sa nappe. Les soldats qui sont là font marche arrière, un restant debout sur place. Ciel, est-ce bien toi? Étoile, est-ce bien vous? Nous volons vers le ciel, nous volons vers tout. Tu peux bien nous tirer dessus, fond terreux qui s'éloigne. Ce qu'on appelle soleil est tout déployé. Et alors, l'une après l'autre, les heures s'extraordinarisent. Les villes luisent dans les trouées de nuages. Un oiseau tente de nous rattraper. Il n'y parvient pas. Il glisse plus loin. L'air fait des trous. L'élan nous secourt. Le moteur gronde, tout contre, l'oreille. Mais ça n'agace pas, ça ne fait pas mal. Mon cœur bat plus vite, au rythme du moteur. Nous fusionnons voluptueusement, moi et le moteur. Nous avons décollé, c'est encore peu de choses. S'il faut décrire des arcs jusqu'aux planètes Mars, je t'en prie, laisse-moi donner ma pauvre petite vie. Combien il y a de mots interdits? Sont interdits les fleurs, les yeux, et des familles entières de mots qui parlent de ce qui est plaisant à voir. Or moi, j'aurais voulu écrire comme s'il n'y avait jamais eu de littérature. Écrire par exemple, le Dniepr est merveilleux par temps calme. Mais je ne peux pas. L'ironie mange les mots. Et voici qu'en ce moment même, une lune immense, presque vraie, se montre à ma fenêtre. Alors permettez-moi d'être sentimental. La vie me prend dans un pays étranger et fait de moi ce qu'elle veut. Je n'ai pas de téléphone pour appeler Boris Eichenbaum, Tinianov n'est pas là non plus, Roman ne s'intéresse plus à la poétique, je suis seul. À Berlin, il n'y a plus personne des noms. Je suis tellement fatiguée par la vie que je ne sens plus rien. Toutes ces années ont abruti non pas mon esprit, mais mon âme. C'est pour les sentiments qu'il faut du temps libre, non pour la pensée. Un simple exemple. Pendant que je farine 1,5 kg de petits poissons, je peux penser. Mais éprouver des sentiments, non. L'odeur m'en empêche. Ouais, l'odeur m'en empêche. Le poisson m'en empêche. Les éclaboussures d'huile m'en empêchent. Chaque petit poisson singulièrement et le 1,5 kg en entier. Le sentiment exige de la force. Alors je me mets simplement à repriser les choses de Sergueï, de Alia, de moi. Minuit, 1h. Sergueï arrive avec le dernier train. Une brève conversation et au lit. Au lit, c'est-à-dire je reste étendue sur le lit avec un beau livre. De beaux livres, bien sûr. Mais moi, j'en écrirai de plus beaux aussi. J'ai dû m'acheter un maudit chapeau, on peut pas avoir de casquette à Paris, personne n'en porte. J'ai acheté un 7, avec un moteur mécanique, un Tessart Size de 3,5 sur 6. 18 chargeurs, un trépied, de la pellicule et quelque chose pour le tirage des épreuves. Et je tourne. Et il est petit, plus petit que mon appareil photo 9-12. Et on peut faire des prises de vue comme avec un appareil photo. Je suis terriblement content. Je veux filmer l'inauguration, je serai le correspondant de Kino Pravda à Paris. Et il y a là-bas des millions d'objets, c'est à vous tourner la tête. On voudrait en acheter par wagon entier et les ramener chez nous. Ils produisent tellement de choses que tout le monde paraît pauvre par impossibilité de les acheter. Si l'on veut vivre là-bas, il faut être contre tout ça ou se faire voleur. Voler pour avoir tout ça. Aveuglant de blancheur des murs, en dents de scie. Avant midi, le bateau a mangé son charbon et bu son eau potable. Le bateau a dressé son nez ferré. Tu m'as très bien parlé du transatlantique. Tu m'as raconté qu'à tel bateau, on le sent tout le temps qui tire. Il ne s'agit pas du mouvement, mais précisément de la traction, de la marche, de la puissance de marche. Pour un chauffeur, c'est facile à comprendre. Chaque auto entraîne à sa façon. Une bonne voiture appuie très agréablement sur ton dos, comme s'il y posait la main et te poussait. À 1h, ronflant, il a levé l'ancre et s'est mis en route. L'Europe a disparu tout au menu. Les sentiments qu'on éprouve en roulant sont divers. On ressent traction et calme ou traction et angoisse, mais tout repose sur la sensation du mouvement qui t'emporte. À la naissance, Mourka, mon fils, était complètement privé de ses sens. Si ça n'était pas arrivé un dimanche, si Sergueï ne s'était pas trouvé à la maison, mon petit enfant serait mort, et moi aussi peut-être. Sur les flancs du navire courent des masses d'eau aussi énormes que des années. Au-dessus de ma tête, il y a les oiseaux.
Sous mes pieds, les poissons. Je suis seule avec Mourka. Je lui ai donné le bain, je l'ai fait manger et je l'ai mis au lit. Et maintenant j'écris. Ce sont mes heures préférées. Et aussi les premières heures du matin, 4-5 heures. En général, avec Mourka, je me sens comme sur une île. Et aujourd'hui, je me suis surprise en train de rêver à une véritable et authentique île où vivre avec lui. Une île où il n'y aurait personne à aimer à part moi. Je n'ai pas vu de transatlantique, mais je l'aime et le comprends. Il doit être bon de danser sur un plancher qui avance, de s'embrasser et de réfléchir lorsque les pensées retardent un tout petit peu sur le mouvement, comme le fait le cœur dans un ascenseur qui descend. Cela ressemble, mais en mieux, à la façon de penser en dansant. Un nouveau monde, de nouveaux sentiments sont en train de naître. Un remorqueur entraîne notre globe quelque part. Quand nous sommes seuls, je lui raconte toutes sortes de choses. Mourka, Mourka, tu es un idiot. Mourka, tu ne comprends rien, tu ne penses qu'à manger. Mourka, tu es un émigré, fils d'émigré. C'est ce qu'ils écriront sur le passeport. Et tu auras le passeport des loups sur la liste noire. Mais loup, c'est bien, c'est mieux que brebis. Ton sang aussi avait un loup qu'il adorait, et maintenant ce loup est au paradis. Parce qu'il y a aussi un paradis des loups, Mourka, pour les brebis galeuses, comme toi et moi. Ce Paris, foulé par des millions de pneus, caressé par des milliers de plaies, je le herse, étant moi-même horriblement seul, horriblement sans personne, horriblement sans une âme. Je pénètre sur la place de la Concorde et j'attends que, levant sa tête ouvragée, échappant à la surveillance domestique, la tour Eiffel, sortant du brouillard, se présente à moi le bolchevique. Psst, la tour. Hé, la tour. Allons chez nous. Chez nous, à Moscou. Là, on a besoin de vous. Il y a de la place. Chaque rue aura sa tour. Mais nous vous bichonnerons 100 fois par jour. Nous ferons reluire votre acier et vos bronzes, à faire envie au soleil. En avant. Fais marcher des 4 pattes puissantes, plantées par le dessin d'Eiffel, pour que dans notre ciel ton front s'irradiolise et que nos étoiles devant toi se défilent. En avant, décidez la tour. Dressez-vous maintenant. Renversez Paris sans dessus-dessous. Allons, chez nous, à l'URSS. Allons chez nous. Je vous aurai. Le visa. La publicité à Paris est mauvaise. Certaines ne sont pas mal imaginées, mais mal exécutées. Je n'aime ni ne crois à rien de ce qui est là-bas. Le soir, tout lui. Je suis allé dans un endroit qui s'appelle Olympia, où l'on danse le foxtrot jusqu'au matin. Je regarde et j'admire tout. Les imbéciles et les idiots, ils ont tellement de choses et ils ne fichent rien. Ils font l'amour, comme ils disent délicatement. Et il y a là-bas une quantité de théâtre où pendant toute la soirée, les femmes nues défilent sur scène sans rien dire. Avec d'énormes plumes qui coûtent très cher devant des décors très coûteux. Toutes différentes et nues. Elles passent sans rien dire et tout le monde est content. Et pourquoi ça? Voilà leur idéal, différentes et nues. Et elles ne disent rien, elles ne parlent pas, elles ne bougent pas. Elles passent, 1, 3, 5 à la fois, 20 à la fois. Et c'est tout. Si j'étais en Russie, tout serait différent. Mais la Russie, le son n'existe plus. Il existe quelques lettres, URSS. Et je ne peux pas aller vers quelque chose de sourd, vers un amoncellement sifflant de consonnes. Connaissez-vous une bonne voyante? Parce que je crois vraiment ne pas pouvoir m'en passer. Tout se réduit désormais à une seule chose, aller ou ne pas aller en Russie, et si oui, pour toujours. Mais Moscou a été transformée en une autre New York, une New York idéologique, avec des lacs d'asphalte, de colossales réclames, des mégaphones, des haut-parleurs. Voilà comment sont les choses, comment faire sur la voyante.
vous partis à l'étranger. À l'étranger, je fais le même travail qu'ici. J'écris des poésies, je parle dans des réunions, je soutiens le Parti communiste. Pourquoi voyagez-vous en première classe? Pour que des gens comme vous m'envient. Combien d'argent gagnerez-vous pour cette soirée? Je n'ai pas envie de le partager. Quel est votre véritable nom? Pouchkine! Votre dernière poésie est trop longue. Mais réduisez-la. Et sur les coupes, vous pouvez aussi mettre votre nom. Vous répétez toujours les mêmes choses. Pourquoi continuez-vous à me suivre? Votre poésie ne frappe pas, ne réchauffe pas, n'est pas contagieuse. Ma poésie n'est pas un bâton, ni un poil, ni la peste. J'ai lu vos vers avec un camarade, on n'a rien compris. Je ne peux pas vivre à Berlin. Mon mode de vie, mes habitudes me lient à la Russie d'aujourd'hui. Je ne sais travailler que pour elle. Il n'est pas juste que je vive à Berlin. La révolution m'a transformé. Sans elle, je ne peux pas respirer. Ici, je ne peux qu'étouffer. La tristesse de Berlin est amère comme la poussière de carbure. Je veux rentrer en Russie. Je lève le bras, je me rends. Laissez-moi rentrer en Russie. Vous vous déclarez un poète prolétaire, collectiviste, et vous écrivez continuellement je. Pensez-vous que le tsar Nicolas II était collectiviste? Et pourtant, il écrivait toujours nous, Nicolas II. On ne peut pas toujours dire, dans n'importe quelle circonstance, nous. Si par exemple, vous faites une déclaration d'amour à une jeune fille, lui dites-vous nous t'aimons? Non. Elle répondra tout de suite et pourquoi? Combien êtes-vous? Me voilà en Russie. Moi et mon simple bagage. 6 chemises. 3 chez la blanchisseuse, et 3 ici. Des souliers jaunes nettoyés par erreur avec du cirage noir. Un vieux pantalon bleu que j'essayais en vain de repasser pour lui donner un pli. Et une cravate dont on m'a fait cadeau. Camarade Mayakovsky, pourquoi êtes-vous allé en prison? Parce que j'étais inscrit au parti. Mais c'est arrivé il y a très longtemps. Êtes-vous toujours inscrit? Non. J'ai désormais acquis ma stabilité. Cesse de répondre à ces questions stupides, tu perds ton temps. Le coup étouffé sous les années de l'oubli. Années de l'ignorance, le coup qui vous arrive. Comme un chant de femme, comme un hennissement. Comme passe un vieux mur, le chant passionné, le coup qui vous arrive. Vice de la mémoire, rien. Ni yeux ni nez, rien. Ni chair, ni lèvres. C'est ainsi que le lierre mange le cœur et transforme la vie en ruine. Couteau dans l'édredon. Le coup étouffé. Le directeur du conservatoire de musique, Glazunov, parle avec Alexis Maximovitch Gorky pour lui demander une ration supplémentaire de pain pour un jeune élève. Pianiste ou violoniste, dit Gorky. Compositeur, dit Glazunov. Te plaît-il, dit Gorky. Horrible, dit Glazunov. La première fois que je n'arrive pas à entendre en lisant la partition. Alors pourquoi es-tu venu, dit Gorky. Il ne me plaît pas, dit Glazunov, mais c'est pas ça qui importe. Le temps appartient à ce jeune garçon, pas à moi. Il ne me plaît pas, il me déplaît même beaucoup. Mais ça aussi sera musique. Il lui faut une ration académique supplémentaire. J'en prends note, dit Gorky. Quel âge a-t-il? 15 ans. Nom de famille. Shostakovich. Il est difficile savoir et attendre. Il est encore plus difficile, après avoir attendu, voir ce que tu n'attendais pas. Voir ce que tu n'attendais pas passer au-delà de toi-même et devoir renoncer pour ce futur entrevu. Ensuite, prendre 5 formes.
2 triangles isocèles à angle aigu, 2 rectangles et un cercle dont le rayon doit être égal à l'un des côtés du triangle et du rectangle. Principe de construction. Construire 5 projets selon les principes suivants. 1. En croix droite. 2. En croix inclinée. 2 diagonales. 3. En triangle. Le sommet vers la droite, c'est-à-dire en concentrant le poids sur le côté gauche. 4. En triangle. Le sommet vers la gauche, c'est-à-dire en concentrant le poids sur le côté droit. 5. Construction libre. Pour terminer, pour un premier exercice de construction, on peut découper dans du papier blanc les 5 formes linéaires et sur une feuille de papier noir, combiner les constructions en cherchant les meilleures positions pour les formes.